La Péniche, le balisier du quai, vous attend le dimanche 18 décembre de 11h à 19h pour son grand chanté Noël avec le groupe Ethnique Noël. Menek anti-cazotte, au menu, brunch local à volonté avec pois d'Angole, cochon roussi, jambon, pâté, tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment. Rendez-vous le dimanche 18 décembre pour le chanté Noël de la Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt. La situation épidémiologique est plutôt stable ici en Guadeloupe. On compte tout de même 668 nouveaux cas positifs sur la semaine, avec un taux de positivité qui passe à 16,6%. 19 hospitalisations sont en cours, dont 4 réanimations. 2 décès sont enregistrés sur la période. Et vous pouvez le voir, la vaccination effectivement continue de stagner, malgré effectivement beaucoup d'incitations de la part du gouvernement. On a beaucoup de mal à atteindre même les 30% sur les 3e injections. Les professionnels participant au salon des restaurateurs au WTC à Jarry ont été sensibilisés aujourd'hui à la sécurité routière. En tant que débit de boissons, ils ont une responsabilité et doivent maîtriser les tenants et aboutissants pour éviter les drames. Regardez. Alors, notre rôle ici, depuis les assises de la sécurité routière a fait avec les restaurateurs une charte. Ils ont signé une charte pour que et surtout les restaurateurs, pour sensibiliser les usagers de la route que même si on vient au restaurant, il y a quand même des règles à tenir concernant l'alcoolisme, l'alcool sur la route. Ici, nous venons sensibiliser tous ceux qui viennent nous voir, tous les usagers. Sachez que les usagers de la route ne sont pas que les automobilistes. Il y a les automobilistes, les conducteurs de 2 roues, motos, cyclos, vélo et les piétons. Les piétons qui payent un lourd tribut, c'est les usagers vulnérables les plus sensibles, les plus touchés. Après les 2 roues, où il y a eu un fort taux d'accidents depuis cette année et il y a beaucoup de morts de motards. Et pour 30-33% d'accidents, c'est ou la vitesse ou l'alcool, et plus précisément l'alcool. Le rôle de la sécurité routière, c'est de sensibiliser les usagers de la route que la route se partage, la route n'est pas un jeu. Si vous consommez, pas prendre la route, c'est ce que vous voyez derrière nous, c'est-à-dire l'effet du cannabis ou l'effet de l'alcool sur le conducteur est très néfaste. Alors, pour prendre la suite du collègue, donc, je suis victime de la route en 2000 où je me suis endormi au volant. Je n'avais pas respecté les règles de sécurité routière. Je n'avais pas mis ma ceinture. Je roulais doucement ce soir-là. J'avais pas mis la musique à fond et j'avais mis la climatisation. Donc tous les paramètres pour pouvoir bien s'endormir. À l'époque, je faisais les 3-8 parce qu'on était, à l'époque ça s'appelait Coraba du Fort. On était en train de refaire l'agencement de Coraba du Fort. Donc il fallait plusieurs équipes pour aller vite. Mais je me suis endormi au volant tout près de chez moi. Alors, dans mon intervention au niveau de la sécurité routière, pourquoi je suis à la sécurité? C'est justement pour sensibiliser les gens sur les risques de la route. Parce qu'on parle beaucoup des addictions, c'est-à-dire alcool, drogue et autres, voilà, mais on parle peu de la fatigue. La fatigue est le plus gros taux d'accidents en Guadeloupe et même dans le monde, et surtout de mortalité. Donc, quand on est fatigué, on s'arrête. On prend 10-15 minutes, le temps qu'il faut. La maison ne va pas se déplacer, le travail ne va pas se déplacer. Alcool, drogue et fatigue qui sont effectivement néfastes, mais nous avons aussi la problématique des malaises au volant, comme cette femme de 76 ans qui hier a fait une sortie de route à Trois-Rivières suite effectivement à un arrêt cardiaque. Petit focus maintenant sur l'école Algora, un établissement qui forme les jeunes au codage et à la programmation informatique. L'objectif, acquérir de nouvelles compétences en robotique tout en apprenant une langue étrangère, a priori beaucoup d'anglais. Regardez. Nous sommes à l'école Algora Les Abîmes et nous accueillons les enfants le mercredi matin de 8h à 11h. Donc à 8h, ils commencent par un cours de programmation codage pendant 1h30, qui est suivi par un cours d'anglais. Voilà. Alors, pourquoi ce cours de codage et d'où c'est venu cette idée de codage et de cours d'anglais?
Parce qu'en fait, de nos jours, la programmation est très importante. Nous sommes entourés de robots partout à la maison qui nous aident. Et il est important que les enfants soient préparés au monde de demain. Voilà, donc l'importance du codage, c'est de comprendre comment les robots sont programmés, pas juste les utiliser. Donc là, on rentre vraiment dans de la programmation, de l'initiation, et ensuite les enfants vont se spécialiser. Donc ils seront capables de construire des robots et de les programmer. Aujourd'hui, on a fait un jeu. On l'a fait aussi sur les animaux. Mercredi dernier, on a travaillé sur les conversations quand tu dis bonjour, au revoir, comment vas-tu? Oui, j'ai bien envie de continuer parce que ça m'amuse et j'aime bien l'anglais et la robotique. Codage et anglais, forcément, puisque en général, tout ce qui est lié au numérique, on a souvent des livres en anglais et puis même sur Internet. Donc voilà, il faut que les enfants maîtrisent les deux. Et en plus, nous sommes dans la Caraïbe. Nous sommes une école de langue, puisque c'est Newlec en partenariat avec World Experience qui prépare les enfants aux examens Cambridge, au TOEIC et aux autres. Donc nous sommes partenaires et donc Newlec s'occupe du codage et World Experience de l'anglais. Nous invitons les parents à prendre contact avec nous et puis à s'intéresser au codage. Alors nous sommes situés au 92 résidence Maïmouna à Vieux-Bourg-Abîme. Voilà, donc nous vous attendons nombreux. Et dans le cadre de la journée mondiale du climat qui se tiendra demain, les jeunes du lycée Charles Coueffin réalisent une fresque. Grâce à cette dernière, ils souhaitent sensibiliser leurs camarades sur les enjeux en termes de préservation de l'environnement. Regardez. Nous sommes au lycée Charles Coueffin à Bémao, Trioncel, et nous sommes là aujourd'hui pour réaliser, du moins les élèves vont réaliser un atelier de la fresque du climat. Parce que demain aura lieu la journée mondiale du climat et c'est l'occasion de rappeler que le changement climatique a déjà commencé, les effets sont déjà perceptibles et que tout un chacun, nous devons comprendre ses effets, ses conséquences et surtout s'attacher à identifier les causes pour pouvoir agir et agir au bon endroit et au mieux. Nous sommes ici, tous ensemble, pour pouvoir faire une fresque du climat, pour la présenter demain, pour la journée internationale du climat, pour les autres élèves du lycée, pour les sensibiliser sur le changement climatique et ses conséquences sur la planète, sur nous et sur notre nature en général. Ce sont des ateliers ludiques pour nous permettre d'apprendre. Donc on coopère, on fait des activités. Là, on travaille sur des cartes avec des causes et des conséquences pour voir quelles causes entraînent quelles conséquences sur notre planète et ce qu'on pourrait y faire pour y pallier après. Et chaque année, depuis 2011, le concours de l'arbre de l'année permet de découvrir des arbres d'exception et de sensibiliser le grand public à la protection de ce patrimoine naturel. 13 arbres sont en lice pour cette édition 2022, dont un magnifique ficus situé au RSMA à la Jaïbe-Maouf, un arbre conservé tel quel et qui pousse librement depuis 1980. Regardez. Le concours de l'arbre de France, donc c'est un concours annuel qui met en liste des arbres qui sont proposés par différentes régions. Et donc nous on a la chance aujourd'hui du coup de proposer ce ficus qui se trouve derrière moi pour le concours national pour représenter toute la partie Onty. L'arbre a été planté dans les années 1980 donc sur le commandement du lieutenant-colonel Porte. Et donc effectivement l'arbre n'a pas subi de modification, donc c'est une des règles du concours. Donc l'arbre que vous voyez derrière moi, donc il est tel quel depuis 1980. Alors donc l'arbre a été sélectionné parmi 150 arbres qui ont été présentés en lice. Et donc là en ce moment il est en vote parmi 13 autres arbres au niveau national. Donc les votes sont encore possibles jusqu'au 4 janvier. Donc, pour voter, donc il suffit de se rendre sur le site arbredelannée.com et vous suivez les instructions et ça vous prend 10-15 secondes. Actuellement, on est sous la serre principale de la ferme du Vivant et elle est implantée au niveau d'une ferme pédagogique qui s'étale environ sur 4 hectares. Et oui, c'est un plateau pédagogique pour toutes nos filières de formation dans le domaine environnemental et agricole. Et c'est un beau plateau de jeu pour pouvoir apprendre et se former pour pouvoir trouver un emploi dans ce domaine-là. Nous, au sein de la section du Vent, on a 3 filières de formation.
des formations dites plus ou moins longues, de 10 à 12 mois. Donc j'ai la filière OPA. Donc les OPA, c'est les futurs agriculteurs de la Guadeloupe, même de métropole pour ceux qui se comptent s'installer. Donc en fait, c'est une formation qui est basée sur 2 cœurs de métier. Le pôle maraîchage, où ils font de la production sous serre et en plein air. On a un pôle aussi élevage, où on a plusieurs cheptels, notamment bovins, caprins, porcins et volailles, et même une ânesse, une vache qui sert aussi pour pouvoir aussi faire de la formation sur d'autres animaux. Et on a aussi 2 autres filières qui sont plutôt dominantes environnementales, donc les APE, donc les agents polyvalents de l'extérieur. Donc ça, c'est les futurs jardiniers aussi de la Guadeloupe. Donc c'est vraiment de la réfection de sol, de surface, avec un volet aussi aménagement paysager, donc pavage, talade, maçonnerie. Et on a aussi une filière qui s'appelle les OPE, donc les ouvriers polyvalents de l'environnement. Et ça, c'est une filière de formation qui est principalement basée sur le tronçonnage, grimpe et élagage, avec mise en place de CACES et d'une formation vraiment appuyée sur le travail en hauteur. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, nous parlons du Salon de l'économie sociale et solidaire qui se tiendra ce samedi au Palais des Sports du Gosier. À cet effet, je reçois Georges Lomuneau, qui est président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des îles de Guadeloupe. Il est en compagnie de Mathias Chalère, co-directeur de l'association Initiative. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Alors, l'économie sociale et solidaire qui est censée effectivement être le nouveau credo ici en Guadeloupe, puisque nous sommes dans un cadre mondialisé, on ne peut pas faire concurrence à de grands États, donc techniquement, on est censé se tourner vers ce type d'économie. Est-ce que la transition est effective et se passe bien, monsieur Lomuneau? Alors, il y aura toujours à améliorer. Bon, ceci dit, c'est un tournant qui convient bien à la situation de la Guadeloupe. Bon, l'économie sociale et solidaire, c'est pas une science nouvelle, faut bien savoir. Bon, il y a le théo ici. Les gens chez nous ont toujours eu pour habitude d'avoir les coopératives. Le milieu associatif a toujours été un milieu très puissant chez nous. Il faut juste maintenant mettre tout cela avec de la bonne mesure, de la bonne musique, et maintenant surtout que techniquement on sait que quand on a un secteur qui représente plus de 10 000 salariés, ça prend de plus en plus de place et puis qui est de plus en plus reconnu au niveau national et au niveau même européen maintenant. Alors, on a justement M. Chalère de l'association Initiative. Que réalisez-vous déjà au sein de cette association? Alors l'association aujourd'hui porte un dispositif qui est le dispositif régional d'accompagnement des structures d'insertion par l'activité économique. Donc on agit auprès des structures qui sont conventionnées par l'État et puis on accompagne surtout la formation des professionnels de ce secteur et on agit pour le territoire, notamment sur la coopération, les effets de levier pour les structures afin qu'elles puissent renforcer elles-mêmes leurs accès sur les marchés publics notamment, qu'elles puissent accéder à une diversification de ressources financières. Donc on intervient sur ce sujet-là. L'association Initiative intervient aussi sur d'autres secteurs d'activité inscrits dans l'économie sociale et solidaire, notamment dans les réseaux de violences faites aux femmes. On intervient sur un projet avec la préfecture. On répond à différents marchés publics ou appels d'offres sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce que le nerf de la guerre, effectivement, ça reste de l'argent. Ce n'est pas la priorité en ESS, mais il faut quand même avoir un modèle économique qui tienne la route. Oui, tout à fait. C'est tout l'enjeu du secteur, c'est de trouver les équilibres sans perdre de vue le projet social. On en parlait tout à l'heure. C'est un sujet principal de préserver le projet social. C'est le travail d'ailleurs que nous menons avec les structures d'insertion, c'est qu'on trouve le bon équilibre entre développement économique et un maintien du projet social, bien sûr, pour renforcer les utilités sociales territoriales du territoire. Est-ce que tous les acteurs... Nous en parlions tout à l'heure avec Mathias, juste mais ça avant va de être commencer. Une entreprise d'économie sociale, il faut qu'elle soit rentable parce que pour qu'elle puisse, on ne peut redistribuer que si on a gagné. Et donc la seule différence, c'est comment je redistribue. Ça, c'est la première chose. Et une entreprise d'économie sociale, comme par essence, l'objectif, c'est d'améliorer le fonctionnement de la structure pour qu'elle rende de meilleurs services aux personnes qui doivent recevoir ce qui est mis à leur disposition. L'entreprise a intérêt d'être bien gérée de manière humaine, c'est pourquoi on dit bien l'humain. À tous les points de vue, l'humain est au centre des préoccupations. Mais c'est une entreprise qui doit être rentable, c'est clair. On doit avoir des modèles économiques qui soient viables, et pérennes dans le temps, pour avoir des filières de formation en ESS derrière. Parce que vous savez, lorsqu'une entreprise d'économie sociale et solidaire se casse le nez,
il y a un drame humain, un drame social, et c'est difficile parce que vous voyez, quand une entreprise qui va faire du portage de repas, qui va faire un accompagnement de jeunes, qui va faire un accompagnement de personnes âgées, ou qui va être dans de la recherche, parce que faut pas croire que c'est que, comme j'aime bien le répéter, l'économie sociale, c'est pas l'économie du pauvre. C'est de l'économie. Donc, quand vous avez un plan, une projection pour rendre des services et tout, et que vous avez l'entreprise qui se casse le nez, probablement ce sont les salariés qui perdent leur emploi, mais c'est les personnes à qui on rendait les services et donc c'est toujours un drame difficile à vivre. Est-ce que tous les opérateurs ont conscience effectivement des enjeux, autant les autorités publiques que certaines entreprises privées aussi qui doivent jouer le jeu? Nous, on le voit sur notre secteur d'activité, sur l'insertion, où effectivement les autorités publiques ont bien conscience de ça. C'est d'ailleurs un des axes majeurs. C'est de réussir à trouver cet équilibre permanent entre le modèle économique et le modèle social des entreprises de l'insertion. Et comme le disait M. Lumineux, la question qui se pose, c'est effectivement quand une entreprise disparaît, c'est tout un secteur qui est en difficulté, notamment sur l'insertion où on va avoir des personnes qui sont accompagnées par ces structures, qui sont salariés de ces entreprises ou de ces associations. Quand les associations ferment, effectivement, c'est des personnes qui vont se retrouver derrière au chômage. Et donc, il y a tout un enjeu à ce niveau-là. Et je pense que les politiques publiques, aujourd'hui, sont sensibles à trouver ces équilibres-là. Il y a des engagements qui sont liés à des baisses de fonds, très clairement. Mais du coup, il faut trouver d'autres modèles aujourd'hui, d'autres modèles de recherche avec les entreprises notamment, de travailler avec d'autres secteurs, de savoir, comme le disait, une certaine forme de professionnalisation pour aller chercher des fonds publics, des fonds européens et renforcer les modèles des structures. Parce qu'on sait que... Pardon. Allez-y, monsieur Lumineux. Non, indiscutablement. Et ça, j'en discute avec gens. Indiscutablement, il y a de plus en plus une meilleure prise en compte de l'économie sociale et solidaire. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça continue à se traduire dans les actes, parce que tout le monde en parle. Mais... On voit ça un petit peu comme le nouveau créneau, peut-être un peu tendance en ce moment, mais à savoir il faut éviter que ça soit juste tendance. Et par exemple, quand on voit la réorganisation au niveau de la région Guadeloupe, l'économie sociale et solidaire est dans le portefeuille d'une vice-présidente chargée de l'économie et qui fait un travail extraordinaire et de structuration. Donc ça, c'est clair qu'on a cette avancée-là. Au niveau du département, pareil, il y a une organisation autour de la conseillère départementale chargée de l'économie sociale, où il y a une vraie commission qui travaille et que nous sentons qu'il y a un accompagnement qui est prévu. Et puis l'État, comme le disait M. Chalère, c'est vrai que les engagements sont pris et sont tenus. Maintenant, il s'agira de faire en sorte que ça ne soit pas, comme vous dites, juste un effet de mode et que petit à petit, de structurer ce secteur-là. Et ce sera le but de cette rencontre que nous aurons samedi, que les gens rencontrent des acteurs, voient ce qui est fait déjà et prendre rendez-vous pour après. Parce que chaque année, il nous faudra qu'un mois de novembre soit réussi. Il faut faire des bilans réguliers pour qu'on voit la progression un peu de cette ESS. Donc comment va s'articuler justement le salon qui se tiendra ce samedi au Palais des Sports du Gosier? Alors, premièrement, c'est un grand forum. Il y aura là plus de 40 exposants. Il y aura des possibilités pour ces personnes-là d'arriver dès 9h et de repartir à 17h et d'être occupés totalement pendant tout ce temps-là, parce qu'il va y avoir des forums, il va y avoir des animations, des débats que nous avons prévus. Il y aura des stands avec des vraies réalisations avec des entreprises qui sont dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et ça permettra aux personnes qui viennent de voir que l'économie sociale est dans tous les secteurs. Comme on dit, c'est juste la manière d'entreprendre qui est différente. Une banque de l'économie sociale, c'est comme une autre banque. La seule différence, c'est comment ça fonctionne, quelles sont les finalités. Mais la banque d'économie sociale a intérêt d'être bien gérée et rigoureusement gérée. Elle n'a pas le choix, puisqu'il y a, ils ont des contrôles, il y a la loi qui s'applique pour elle aussi à cette banque. Mais c'est une banque aussi
il y a des supermarchés, il y a de grandes enseignes qui sont de l'économie sociale. On n'en a pas ici, mais ça existe. Et qui, si vous voulez, les gens auront l'occasion, en venant samedi, de voir que dans plusieurs domaines, que des gens qui, parfois, on ne sait pas que ça relève de l'économie sociale, mais c'est du plein économie sociale. Et puis, c'est l'occasion aussi de rencontrer, il y aura des techniciens, des politiques de la région, du département, il y aura toutes les structures qui nous accompagnent, de la SIAE, tout ça. Nous serons tous présents et disponibles pour répondre aux questions. Et les enfants auront des coins pour jouer, pour s'amuser et tout, et on pourra manger sur place. Donc, on a vraiment prévu que les gens puissent venir et repartir à 17h, la tête remplie de SS. C'est la journée avec nous. Oui, c'est ça. Il y aurait effectivement plein d'animations pour les enfants. C'est vraiment un temps de rencontre à destination des familles également, pour que les familles puissent se déplacer. Donc voilà, on a contractualisé avec des opérateurs de l'ESS. Tout est fait autour de l'ESS. La restauration, ce sont des entreprises de l'ESS. L'animation, ce sont des entreprises de l'ESS et des associations. Voilà, on a voulu un salon qui soit vraiment couleur de l'économie sociale, avec des animations toute la journée, effectivement, pour les enfants, mur d'escalade, football, rugby, initiation. Même vu que Guajeka sera présent. Guajeka sera présent. Donc, jeu traditionnel. Et on a même fait un coup, parce qu'on pourrait avoir une concurrence, puisque ce samedi, il y a compétition footballistique. Donc, il y aura un grand écran. Ah, voilà, vous avez pensé à tout. Exactement, une diffusion en direct. Excellent. Donc, il n'y aura pas de problème sur ça. Et avant de se quitter, je voulais interroger quand même sur... est-ce qu'on a des gros créneaux d'ESS? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus porteurs en ESS que d'autres et sur lesquels vous conseilleriez peut-être de s'engager? Alors, c'est une question vaste. Il y en a plusieurs. Moi, je parle de ma casquette de l'insertion par l'activité économique. Il y a un secteur en déploiement sur le territoire, bien entendu. Il y a le secteur historique qui est celui du médico-social, de l'éducation populaire. On en parlait tout à l'heure. Mais comme disait M. Lumineux, aujourd'hui, toutes les ouvertures, n'importe quelle activité peut être portée par des opérateurs de l'ESS. C'est simplement une manière d'entreprendre différente, une répartition des richesses différentes, où, effectivement, on le disait tout à l'heure, l'humain est au cœur de chaque projet. Et il y a vraiment une volonté de transformer les pratiques sur les territoires. Et que ce n'est pas une économie du pauvre. Oui, bien retenu, ce n'est pas l'économie Merci, du pauvre. vous pouvez le réutiliser, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas déposé à l'INPI. Mais ce que je voudrais vous dire avant de partir aussi, c'est que il faut que l'on prenne bien conscience d'une chose. C'est que l'économie sociale, M. Chalère vient de le répéter encore, l'humain au cœur de chaque projet. Si nous échouons l'économie sociale en Guadeloupe, ça peut être quelque chose de terrible. Mais il ne faut pas, si vous voulez, enfermer l'économie sociale dans un secteur ou dans un autre. C'est pourquoi j'ai bien apprécié la réponse de M. Chalère. Quelqu'un a un projet, il veut monter une entreprise de quel que soit le domaine. D'ailleurs, dans la technopole que la région est en train de monter, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et j'en profite pour remercier encore la région à ce niveau-là, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire est parmi les membres fondateurs. C'est-à-dire, ce que va apporter le monde de l'économie sociale est pris en compte. L'école d'ingénieurs qui risque d'être montée ici, puisque maintenant on travaille là-dessus pour qu'il y ait une vraie école d'ingénieurs, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire est parmi les parties prenantes de cette opération. Nous avons été auditionnés pour monter ça. Donc, vous voyez, il ne faut pas fermer ça. Alors, c'est vrai que quand on regarde, c'est beaucoup plus des associations, il y a beaucoup plus de femmes, il y a beaucoup plus de services à la personne, il y a beaucoup plus de... Mais c'est historiquement ça. Mais il faut sortir de ce domaine-là et porter de la valeur ajoutée dans d'autres domaines, à les explorer. Moi, quand un gosse aura réussi au bac ici, avec bac plus, avec mention très bien, et dira que je vais poursuivre des études dans le domaine de l'économie sociale pour revenir en Guadeloupe, bardé de diplômes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, on aura tout gagné. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir, nous présenter donc le Salon de l'économie sociale et solidaire qui se tiendra ce samedi 10 décembre 2022. Ce sera à partir de 9h, si je ne m'abuse. 9h à 17h. 9h à 17h. Et dire surtout que nous avons beaucoup de partenaires, l'État, la région,
la collectivité départementale et le FSE. Le FSE est pour beaucoup aussi dans notre opération et que le DRA, SIAE et la CRES sont une fois de plus, montrent quand on est ensemble, on va bien plus loin. Ah bien, il faut. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour le travail que vous réalisez effectivement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, l'un des créneaux effectivement que l'on doit prendre ici en Guadeloupe. Je le répète, on est dans une économie mondialisée et il faut effectivement jouer sur des terrains qui nous sont favorables, comme effectivement l'ESS. Et on part maintenant à la rencontre de Sandra Sulpice, artiste peintre qui dédie sa dernière collection aux coupeurs de canne. Regardez. Alors, Cannes et Nômes, c'est une exposition de photos où je mets à l'honneur les coupeurs de canne. Alors, c'est vrai que pendant la route du rhum, on parle beaucoup de sport, c'est vrai, il y a la voile, on parle aussi du rhum, le produit fini, mais il faut penser aussi à ce qu'il y a avant, en amont, et les coupeurs de canne qui sont à la base de la fabrication du rhum. On trouve le brûlage de la canne qui facilite la coupe de la canne, effectivement. Il y a aussi la coupe de la canne avec la paille encore sur les tiges. Et on fait tout le travail des coupeurs de canne, de la coupe jusqu'à la plantation, la replantation de la canne. Oui, c'est une vraie immersion. En fait, ce travail, j'ai commencé il y a 1 an. Je voulais faire en fait un travail sur la canne à sucre et les produits dérivés, tout ce qui est rhum, tout ce qui est sucre, jus de canne. Et puis, par rapport à la route du rhum, j'ai voulu mettre ces hommes à l'honneur. Donc, tout simplement, je suis allée vers eux. Je me renseignais où on brûlait la canne, où on coupait la canne, par des amis, par des gens, même en me baladant dans les rues, ou même dans les champs. Je voyais qu'on coupait de la canne, donc j'allais vers eux, je me présentais tout simplement, et puis ils me laissaient faire, sans problème. Oui, très bien accueilli. Hein. Bon, il y en a qui étaient un petit peu réticents au début, puis ensuite, quand je me présentais, je disais pourquoi je faisais ce travail, pourquoi je les photographiais. Ils trouvaient ça sympa, parce qu'effectivement, pour eux, on ne pense pas à eux, on ne parle pas d'eux, et j'étais libre, hein, vraiment. Donc c'était dans l'observation, je les laissais travailler. Pas de pause, il fallait vraiment que je sois attentive et que dès que je voyais un mouvement, une pause, qu'il fallait apprendre rapidement. Eh bien moi j'ai le goût de l'autre, j'aime l'image, j'aime présenter les gens, soit heureux ou malheureux, il faut aussi les montrer ces personnes-là, pour sensibiliser l'opinion publique. Donc voilà, c'est pour l'amour de l'autre que je fais ces photos. Ici nous sommes au musée Saint-John-Perse à Pointe-à-Pitre, à la rue Nausière. Et l'exposition est là jusqu'à quand du coup? Jusqu'au 10, donc vous avez encore quelques jours pour venir la découvrir.